un virus ARN enveloppé monobrun qui rentre en utilisant le système, la machinerie cellulaire. Bon, pour moi, il est toujours assez impressionnant de voir qu'une bestiole qui est capable de faire 34 protéines est capable de faire autant de maladies différentes et de profiter du système immunitaire à la fois pour se défendre de ce système immunitaire, mais et pour déclencher des catastrophes, qui est assez impressionnante. Donc beaucoup de médicaments antiviraux qui est la première phase de la maladie ont été testés, puis on s'est aperçu très vite que ce n'était pas seulement une maladie virale, mais aussi une maladie immunitaire avec une réaction pro-inflammatoire extrêmement importante, mais une réaction anti-inflammatoire comme l'immunoparalysie post-agressive dont on décrit d'habitude dans le sepsis, qui est aussi extrêmement importante avec une dysfonction endothéliale qui est aussi très importante. Bon, très schématiquement, je vais laisser tomber la physiopathe parce que vous la connaissez beaucoup mieux que moi, pour vous dire que c'est quand même une maladie pour laquelle il y a des particularités. Ça n'est pas de la RDS, ça n'est pas du sepsis, donc du SDRA, hein, du syndrome de détresse respiratoire aiguë. C'est une maladie très particulière et quand on compare par exemple le SDRA Covid avec le SDRA grippal, on s'aperçoit que la dysfonction endothéliale est extrêmement importante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on s'aperçoit, c'est que très vite, on voit des virus complets qui sont dans le macrophage alvéolaire et qui persistent assez longtemps sur les sites où il y a des possibilités d'entrée du virus, notamment le poumon, mais aussi dans plein d'autres tissus, et on le verra tout à l'heure. Le problème et le corollaire à ça, c'est que très vite, cette maladie va atteindre les artérioles pulmonaires. Ici, vous avez une image, une représentation, une reconstruction graphique de ce que donne un malade sain par rapport à un ARDS Covid. Vous voyez qu'en rouge, tous les vaisseaux artériolaires ont quasiment disparu, ce qui fait que la circulation artérielle est complètement diminuée par cette maladie avec une atteinte endothéliale des petits vaisseaux, pas des petits capillaires, mais vraiment des petites artérioles qui sont responsables d'altération des rapports ventilation-perfusion considérables, qui sont elles-mêmes responsables de l'hypoxémie très sévère. Et finalement, ce n'est pas une altération de la compliance ou de l'alvéole pulmonaire première, mais surtout une altération du vaisseau pulmonaire. Au début, on était très embêtés de ça. Et puis, on voit très vite apparaître un certain nombre de gens qui meurent très vite d'embolie pulmonaire massive. On s'aperçoit que c'est une maladie qui est procoagulante de façon incroyable, avec d'une part une activation de la coagulation, comme il est très classique dans le sepsis, mais aussi une antifibrinolyse qui est très importante, avec une inhibition de la fibrinolyse physiologique qui est très importante, beaucoup plus importante que celle qu'on décrit très usuellement dans le sepsis ou dans les syndromes de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, avec des photos nécropsiques très rapides d'embolie pulmonaire, d'infarctus, d'infarctus plénique ou d'infarctus de la rate ou d'infarctus du myocarde, responsable du décès. Donc des atteintes plutôt des vaisseaux plutôt petits, mais parfois aussi des vaisseaux de moyen calibre. Ce qui est encore étonnant, c'est qu'on dit que c'est une maladie, et de plus en plus pour les maladies les plus sévères, on dit bon finalement c'est un déclencheur viral et puis finalement c'est une maladie immunologique. Mais ce qui est très surprenant, c'est que dans la plupart des nécropsies qui sont faites assez tard, chez les malades qui meurent, on retrouve en microscopie électronique des choses qui ressemblent étrangement à des virus complets, qui persistent dans l'organisme, et on se demande, et moi je suis personnellement assez persuadé que ça reste une maladie pour laquelle le virus continue à exciter le système et que c'est probablement non seulement en traitant l'immunité, mais aussi en traitant le virus et l'interaction entre le virus et l'immunité qu'on arrivera à améliorer le pronostic des malades les plus sévères. L'épidémiologie, elle est à séparer en deux. Vous avez schématiquement, mais ça vous le savez parce qu'on en parle tous les jours au journal télévisé, hein, vous avez une maladie pas très sévère pendant 7 jours, et puis une maladie qui s'aggrave, qui motive l'admission à l'hôpital, et puis aux alentours du J14, une aggravation de la dyspnée et un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte qui motive l'admission en réanimation. Donc c'est vraiment une maladie en deux phases, une incubation, une période avec une contagiosité maximale et les premiers signes cliniques, et puis une aggravation progressive de l'état respiratoire contemporaine d'une diminution du nombre de germes. J'ai une espèce de retour, c'est normal ou ouais. Contemporaine d'une aggravation respiratoire des malades qui motive leur admission dans les services de réa. Alors, au début,
ce qu'on savait des MERS et des SARS-CoV-1 faisait qu'il était quasiment contre-indiqué de laisser les malades en ventilation spontanée s'ils étaient hypoxiques. On ne pouvait rien leur faire d'autre que de l'intubation-ventilation mécanique, parce que sinon on aérosolisait les virus et qu'on prenait un risque majeur pour les malades. On savait aussi que, à la fois pour influenza, mais aussi pour MERS et pour SARS, la corticothérapie était contre-indiquée parce qu'associée à une diminution du pronostic vital. Donc on est parti là-dessus au début avec une intubation assez précoce des malades. Et on est parti aussi avec des données qui n'étaient pas claires sur qui il fallait mettre en réanimation. Et vous voyez qu'en fonction des études qui ont été publiées, eh bien, le taux d'admission en réanimation allait de quelques pourcents à plus de 50% des malades qui arrivaient à l'hôpital. Et que le corollaire à ça, c'était que la mortalité hospitalière allait de quelques pourcents, 2%, jusqu'à plus de 60% de mortalité hospitalière. Donc vraiment, on ne parlait pas tous de la même chose. Et on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire, les critères d'admission en réanimation. De même, quand on regardait le taux d'intubation et de ventilation mécanique invasive, là aussi, on avait des malades qui étaient très différents. Ça allait de 29 à 93% de ventilation mécanique invasive. Et bien sûr, la mortalité, le corollaire de ça, était très variable, puisqu'on allait de 3 à 97% de mortalité chez les malades intubés. Donc, on ne savait pas qu'il fallait intuber, on ne savait pas qu'il fallait mettre en réanimation, et on a beaucoup eu de difficultés à résoudre ça. Et puis la dernière chose qu'on ne savait pas, c'est le standard de soins. Le standard de soins, là vous voyez quelques produits qu'on a plus ou moins abandonnés, enfin pour certains, l'hydroxychloroquine, le tocilizumab dont on va parler, les agents paralytiques ou la mise sur le ventre des malades. Et vous voyez que là, c'est une étude qui est faite aux États-Unis, qui regarde la proportion de malades qui ont reçu ce type de traitement en fonction des centres. Et vous voyez que c'est du n'importe quoi. Donc on part un peu tous dans chacun son sens pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Ce qui fait que la mortalité est très variable d'une étude à l'autre, qu'on a dit, ouais, les Allemands, ils sont vachement plus forts que nous parce qu'ils ont beaucoup moins de morts. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait les mêmes malades. Grosso modo, quand on rentre en réanimation, qu'on n'a que de l'oxygénation à très haut débit ou de la CPAP, enfin des modes de ventilation qui laissent conscient, la mortalité à J60, ça c'est la série d'Outcome Rea, est de l'ordre de 26,9. Lorsque vous rentrez en réanimation avec une ventilation mécanique et une intubation, vous voyez que la mortalité monte beaucoup, 46%. Dans nos mains, si on a la CEC, donc la membrane, l'ECMO, pour oxygéner les malades, ben malheureusement, la mortalité est très élevée, 60%. Et en globalité, on est grosso modo à 34% de mortalité. Ça, c'est les données du groupe Outcome Rea sur la France entière. Et finalement, ben, les Allemands, bon, on a dit qu'ils étaient vachement bons, mais quand vous regardez le même type de malade, c'est la ventilation mécanique seulement, par exemple, ben, vous voyez par exemple que la mortalité pour eux était de 52%, qui est très proche des chiffres qu'on pouvait obtenir. Donc la question, c'est qui il faut mettre en réa, et ça, on ne sait pas encore. Mon attitude est de les prendre relativement précocement, dès qu'ils ont plus de 6 litres d'oxygène, pour améliorer les choses. Les facteurs de risque de gravité, ben, vous les connaissez parce qu'on en entend parler tous les jours. C'est surtout l'âge, et avec une augmentation très considérable de la mortalité après 70 ans, et puis les maladies chroniques. Et finalement, l'ensemble des maladies chroniques donne une aggravation du pronostic. Et bien sûr, les intensités des défaillances d'organes, parce qu'ils vont avoir, à cause de leur dysfonction endothéliale, non seulement une maladie du poumon, mais aussi une maladie des reins avec des insuffisances rénales aiguës, une maladie hépatique avec des hyperbilirubinémies et des défaillances rénales, des états de choc qui sont très rares quand même cependant, mais il peut y avoir des atteintes cardiovasculaires aussi avec des coronarites, des myocardites, qui sont parfois aigus, mais parfois en post-Covid aussi, on en a vu quelques-unes. La mortalité est très dépendante de ces défaillances d'organes. Vous voyez ici une série de New York qui est assez intéressante dans ce domaine, qui vous regarde d'une part la mortalité, puis la fréquence des signes cliniques et la fréquence des différentes pathologies. Vous avez non seulement le SDRA très classique, vous voyez par exemple ici 73% de SDRA et 39% de mortalité en corollaire. Vous voyez que quand vous augmentez par exemple l'anomalie rénale ou l'état de choc, vous augmentez considérablement la mortalité, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs. Vous voyez que plus on a de défaillance d'organes et plus on meurt, ce qui était assez logique. Bon, les manifestations pulmonaires, c'est celle d'un SDRA.
avec des anomalies interstitielles initiales. Bon, je vous montre ici des figures. On peut avoir beaucoup de figures très différentes. Peu importe, on va passer assez vite là-dessus. Toujours est-il que la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il fallait ventiler très vite les malades? Les premiers malades, on les a ventilés très très rapidement parce que sous oxygène, ils avaient moins de 90% de saturation. Et bien qu'ils allaient assez bien, qu'ils étaient à 30 de fréquence respiratoire, qu'ils nous regardaient gentiment, ils désaturaient très très fortement. Donc ce qu'on savait du MERS et du SARS, ça fait qu'on a ventilé les malades. Et on s'est aperçu que finalement, il fallait surtout pas faire ça en fait. Parce que si on les ventile tôt, on s'expose à beaucoup de complications et on a eu beaucoup de mortalité. Donc ici, un modèle de cohorte avec un modèle d'inférence causale pour essayer de faire que les malades se ressemblent avec des pseudo-populations créées, où on a regardé si la ventilation mécanique invasive précoce versus tardive entraînait des différences de mortalité. Et donc sur un modèle de poids, on s'est aperçu qu'effectivement, la ventilation mécanique tardive était une bonne chose pour les malades. On diminue considérablement la mortalité. Donc ça, c'est la probabilité de survie à J60 qui est considérablement améliorée par ça. Ce qui est intéressant, c'est que les malades pour lesquels on s'est retenu d'avoir un arrêt de la ventilation, eh bien, on s'est aperçu que ces malades, si on les ventilait tardivement, ils n'avaient pas des mortalités qui augmentaient considérablement par rapport à une ventilation mécanique invasive immédiate. Et donc finalement, il n'y avait pas de perte de chance à attendre un peu. Donc premier message, oxygénation rapide. Deuxième message, on s'est aperçu qu'en ventral, même en ventilation spontanée, les malades se sentaient très bien et ils s'amélioraient considérablement. Il y a pas mal de séries espagnoles et italiennes qui montrent maintenant que la ventilation ventrale en ventilation spontanée avec beaucoup d'oxygène est très bien tolérée et chez certains malades, ça les améliore beaucoup. Parfois, c'est difficile, il y a des gens qui ne supportent pas ça très bien, mais ça les améliore beaucoup. Et puis, bon, après, ça devient un ARDS. On ne va pas rentrer dans le détail de l'ARDS, mais très clairement, ils sont très hypoxiques, mais ils n'ont pas forcément besoin de niveaux de pression positive très élevés. Et ils répondent très bien à ce qu'on appelle le décubitus ventral, donc les mettre sur le ventre. Ils y répondent très particulièrement. Alors, les manifestations extrapulmonaires, dont je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il y en a plein à cause de cette dysfonction endothéliale. Neurologique, finalement, ce n'est pas au premier plan, mais il y a bien sûr l'anosmie et la gueusie qu'on connaît tous, mais il peut y avoir des encéphalopathies, des syndromes de Guillain-Barré qui sont assez tardives, qui sont probablement des maladies post-virales, donc peut-être on parlera tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est des insuffisances rénales qui sont vraiment un tournant évolutif de la maladie. Elles sont très pléiomorphes en termes de présentation. On retrouve du virus dans le rein des malades. Et c'est peut-être aussi en partie lié à la toxicité de certains médicaments qu'on a utilisés dans la première vague, notamment le pinavir, ritonavir, qui était responsable d'une insuffisance rénale qui était non négligeable, et peut-être un peu remdesivir. L'insuffisance hépatique est aussi une catastrophe qui aggrave considérablement les malades. Vous voyez ici, grosso modo, la présentation en fonction du temps. D'abord le SDRA, ensuite l'atteinte rénale, ensuite du choc et éventuellement de l'atteinte hépatique. Et aussi beaucoup d'infections secondaires avec des malades qui initialement n'ont presque pas de co-infection par rapport à une grippe, mais par contre, elles ont beaucoup d'infections secondaires avec probablement un effet adverse des immunosuppresseurs comme les corticoïdes ou les IL-6 récepteurs antagonistes qu'on utilise un tout petit peu dans cette maladie. Mais en tout cas, on voit significativement plus d'infections bactériennes tardives. On voit significativement plus de pathologies herpétiques et de reviviscence, réactivation herpétique que chez les ARDS influenza ou chez d'autres malades de même niveau de gravité. Et on voit aussi beaucoup d'aspergillose semi-invasive, sur lequel il y a plus de 20% des ARDS Covid qui sont associés à des aspergilloses et qui ont beaucoup fait couler d'encre. À l'heure actuelle, les malades meurent encore de deux choses. Ils meurent très schématiquement, ils meurent de fibrose, avec des compliances pulmonaires qui s'aggravent très secondairement et très fortement. On sait que le polynucléaire est très activé, qu'il y a une prolifération des amas de débris cellulaires et puis une prolifération fibrosante à la fin. Mais probablement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et il meurt aussi de dégâts endothéliaux rénaux, et digestifs, je veux dire, avec, vous savez qu'il y a beaucoup de récepteurs à la CE2 sur l'iléon distal et sur le côlon droit. Et on voit apparaître des endothélites avec des amas de fibrines en particulier, qui sont responsables d'infarctus mésentérique. Et on en voit beaucoup plus que ce qu'on voit dans la réanimation du
de l'influenza par exemple. Et ça aussi, c'est une piste de recherche très importante et détecter tôt parce qu'on perd très régulièrement des malades là-dessus et il y a probablement des thérapeutiques à chercher là-dessus. L'embolie pulmonaire, on en parle beaucoup pour vous dire que bon, très probablement, c'est une maladie très procoagulante. On les anticoagule énormément. Malheureusement, malgré l'anticoagulation extrêmement efficace, on n'arrive pas à réverser le mécanisme. Et on a chez les malades les plus sévères, et plus ils sont inflammatoires, plus ils sont sévères, plus c'est vrai, des maladies thromboemboliques extrêmement sévères. C'est surtout la veine, mais il y a aussi des anomalies artériolaires qui sont décrites, avec des infarctus artériels décrits, et en particulier, on a beaucoup décrit des syndromes des anticorps antiphospholipides, responsables d'accidents vasculaires ischémiques chez certains malades, pour lesquels on ne sait pas très bien la raison. La co-infection, les superinfections, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a beaucoup, et donc il faut vraiment garder ça en tête. On a fait des progrès là-dessus. Après des progrès, un dépistage systématique rapide et un traitement rapide. Les traitements antiviraux, j'ai toujours le même problème. Il y a beaucoup de virus partout, dans tous les tissus, pendant très longtemps. Donc probablement, il faut traiter le virus. Mais malheureusement, les antiviraux dont on dispose ne sont pas très très efficaces. Et on en retrouve aussi des RNMI très tard. Ici, vous voyez une série de malades ventilés où pendant 17 jours en médiane, il y avait des ARN, une ARNMI positive pour les malades. Et donc, probablement, je pense qu'il faut traiter le virus. Alors, les traitements dont on dispose, il y avait l'hydroxychloroquine. Malheureusement, ça marche manifestement pas. Et même dans la méta-analyse, c'est même négatif avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. En dehors de la réanimation, l'essai Recovery qui vient d'être publié montre la même chose, avec même une augmentation de la durée d'hospitalisation, donc pas très efficace par rapport au rationnel qu'on pouvait avoir. Lopinavir, ritonavir, qui sont aussi des vieilles molécules pour lesquelles on pouvait avoir une efficacité. On montre en réanimation que ça, en population entière, ça ne marche pas du tout. Et en réanimation, c'est encore pire puisqu'on crée de l'insuffisance rénale. Et on a complètement arrêté de faire ce type de produit. Le dernier qui nous reste, c'est le Remdesivir. Premier essai chinois négatif, complet. Et puis, deuxième essai, pas tout de suite. Je vous rejoins. Vas-y, si tu veux. Le deuxième essai est l'essai du NIH qui vient d'être publié la semaine dernière, qui montre que chez les malades peu sévères, en particulier s'ils reçoivent l'oxygène, on améliore la récupération, avec même des chiffres de mortalité à J29 qui sont plutôt en faveur du Remdesivir, mais ce n'est pas significatif sur le taux de décès, mais c'est pas très loin, vous voyez, avec un intervalle de confiance, la borne supérieure qui est à 1,03. Mais malheureusement, pour les malades les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui ont de l'oxygénation à très haut débit ou ceux qui ont de la ventilation mécanique, le produit n'a pas l'air d'être actif du tout. Donc on peut se demander pour les malades qu'on prend maintenant en réanimation avec beaucoup d'oxygène mais qui ne sont pas encore ventilés, si quand même il n'y a pas un bénéfice de cette drogue, on n'est pas très sûr. Il y a probablement un bénéfice d'autant plus important qu'on la donne tôt, probablement c'est une maladie plus virale qu'immunologique. Au début de maladie, c'est assez logique. Les recommandations du NIH sont importantes là-dessus, sur le Remdesivir. Bon, bien entendu, sur les malades les moins graves, avec de l'oxygène, c'est probablement indiqué. Pour les malades qui ont besoin de réanimation mais qui ne sont pas encore ventilés, vous voyez qu'il y a deux possibilités, soit la dexaméthasone seule, soit dexaméthasone plus Remdesivir. Ils préfèrent quand même en A1 la dexaméthasone seule dans cette étude. Et pour les malades ventilés, pas d'intérêt à utiliser les antiviraux pour l'instant dont on dispose. Pour la corticothérapie, on va aller très vite. Vous connaissez ce papier de Recovery, qui est l'étude anglaise, qui a montré un bénéfice qui est terriblement important pour les malades de réanimation, que vous voyez ici, qui sont finalement, ici, sur l'invasive mechanical ventilation, avec un bénéfice de 13% de taux brut de mortalité, ce qui est tout à fait atypique par rapport à ce que nous, on pensait, parce qu'on en avait fait beaucoup. Dès le 10e malade, on a commencé à faire des corticoïdes, donc ce n'était pas vraiment un scoop. Et on voit cette étude qui est une étude négative faite en double aveugle, là pour le coup, alors que Recovery n'est pas du tout aveugle. Il y avait beaucoup de biais méthodologiques dont on pourra discuter dans cette étude, et qui est là pour le coup strictement négatif, non plus avec de la dexaméthasone, mais avec de la méthylprénisolone, avec des résultats qui sont malheureusement pas bons, puisque vous voyez 38 versus 37% de mortalité dans les deux bras, et aucune efficacité. Cependant, peut-être un bénéfice à la méthylprénisolone chez les malades âgés de moins de 60 ans. Cette étude n'a pas été inclue dans la méta-analyse des essais publiés arrêtés précocement, qui a été publiée dans le JAMA. Cette méta-analyse est en faveur de la corticothérapie chez les malades de réanimation.
Un peu beaucoup, je trouve, par rapport à ce que mon expérience personnelle, je pense que cet effet est très amplifié par Recovery et probablement qui n'était pas correct à ce moment-là. Et donc, il faudra voir ce que ça donne. Ce qu'on ne sait pas sur les corticoïdes, c'est quelle dose, quelle durée. Je vous ai dit tout à l'heure que les corticoïdes augmentaient l'infection nosocomiale. Donc, il est aussi possible qu'il ne faille pas en mettre trop longtemps chez certains malades. On ne sait pas s'il y a des phénotypes particuliers qui pourraient entraîner une corticothérapie plus longue ou pas. Et il y a beaucoup, beaucoup de doutes qui subsistent sur l'efficacité définitive. Alors, vous avez vu, on n'a pas encore les résultats de recovery à J28. On a des résultats relativement prématurés et il faudra voir un peu ce que ça donne avec le temps. Et la dose de corticoïdes est très discutée puisqu'on voit des effets rebonds chez les malades les plus sévères avec 6 mg. On se demande chez les malades les plus sévères s'il ne faut pas faire 20 mg de dexaméthasone et on ne sait pas quelle durée à l'inverse. Donc beaucoup, beaucoup de choses à creuser là-dessus. On n'a pas le temps de parler des IL-6 récepteurs antagonistes, tout ça pour vous dire qu'il y a certaines cohortes qui montrent que c'est très bénéfique même chez les malades de réanimation. Par contre, les essais randomisés publiés ou avec des press releases de l'industrie ou académiques montrent des résultats extrêmement mitigés chez les malades de réanimation. Donc probablement l'équilibre entre l'anti-inflammation et l'inflammation chez les malades les plus sévères, c'est très compliqué. Et je pense que c'est une mécanique de précision et probablement des thérapies un peu individualisées de ce type de choses et une approche peut-être antifibrinolytique ou une activité sur anti-C5A éventuellement pourraient être des cibles potentielles de traitement. Les plasmas, on va passer, pas d'efficacité non plus chez les malades les plus sévères. Et je vais sur ma conclusion. Ça reste une maladie très systémique avec une maladie vasculaire qui est très importante, surtout qui entraîne des défaillances multiviscérales et pas seulement de la RDS. La dysfonction endothéliale, on ne la comprend pas très bien. Et elle est encore responsable de pas mal de problèmes et de mortalité tardive. La coagulation et l'antifibrinolyse, c'est un problème. C'est pas suffisant les anticoagulants, il faut chercher autre chose. Il y a des gens qui font des fibrinolytiques en aérosol, il y a des gens qui travaillent sur les antiagrégants plaquettaires, d'autres sur la N-acétylcystéine. Bon, un certain nombre de pistes qui sont en cours d'exploration dans ce domaine. Je pense qu'il y a un vrai rôle du virus persistant pour stimuler la réaction inflammatoire. Je ne suis pas sûr qu'il faille se contenter de traitements immunomodulateurs chez les formes sévères. Et enfin, il y a des effets adverses de l'immunoparalysie avec beaucoup, beaucoup d'immunoparalysie post-agressive et beaucoup, beaucoup d'infections, non seulement bactériennes, mais aussi aspergillaires et aussi herpès. Voilà, je vous remercie beaucoup.